3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va pas mal, après une pause nécessaire pour des obligations familiales, me voilà de retour en forme. Surtout qu'encore une fois j'ai une belle nouvelle à vous annoncer, et même si ceux qui suivent assidûment sur les réseaux ou sur Twitch le savent, j'en avais pas encore parlé ici, l'ouverture de mon shop. Oui, vous étiez nombreux à demander des produits dérivés, 6ème homme, alors vous voilà servi avec 3 collections disponibles pour le moment. La première c'est la classique, avec mon logo, rien de fou mais j'ai voulu faire sobre et efficace. C'est aussi pour cette ligne qu'il y a le plus de coloris disponibles. La deuxième, celle qui était ultra demandée, c'est celle des Six Men, mon équipe d'expansion Touquet, avec plusieurs designs, le logo bien entendu, mais aussi le maillot, et même des choses en lien avec la salle de Philadelphie, le Palestra. Enfin, la dernière, avec le logo le plus coloré, celle du Movember. On a vécu un mois historique sur la chaîne, et je tenais à ce qu'on en garde une trace avec toutes sortes de fringues encore une fois, mais aussi des mugs, des gourdes, et tout ce que vous pouvez imaginer. Cool, non? On commence avec ces 3 designs là et des collections, je compte en faire d'autres. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, je suis preneur. Quoi qu'il en soit, sachez que mon objectif, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce site, c'était de vous trouver le meilleur rapport qualité-prix. Du coup, je suis allé sur Spreadshirt et j'ai pris à chaque fois la gamme premium parmi celles qui proposaient, histoire que vous ne receviez pas des fringues éclatées. En parallèle, j'ai choisi mes marges et j'ai essayé de faire en sorte que tout puisse rester accessible à tous. Par contre, ne voyez pas ça du tout comme une marque perso, hein, on en est loin. C'est plutôt du merch souvenir qui vous permet de soutenir la chaîne tout en la représentant partout où vous allez avec ce que vous commanderez. Est-ce que ce serait pas un bon plan de mettre ça sur sa liste au Père Noël tant qu'il est encore temps? En tout cas, ceux que ça intéresse, je vous mets un lien en description et dites-moi quoi qu'il arrive ce que vous en pensez, j'ai trop hâte de lire vos retours. Mais même si je tenais vraiment à vous annoncer tout ça, si vous avez cliqué, ce n'est pas pour entendre parler merch ou produits dérivés, mais plutôt de Zion Williamson. Là en ce moment, le gars en suscite des doutes et des interrogations, et il est difficile de vraiment savoir s'il faut s'inquiéter à son propos ou pas du tout. Voilà pourquoi, afin de faire comme il faut le tour de la question, j'ai décidé de partir aujourd'hui en mode coast to coast. Le principe de cette playlist, où on parle principalement actu, j'imagine qu'à force vous le connaissez de toute façon. Alors on ne va pas perdre plus de temps et c'est parti. Zion Williamson peut-il d'ores et déjà être considéré comme un énorme flop ? Pour commencer, vous me connaissez, moi j'aime planter le décor. Nice large size carrot. Depuis tout petit, Zion Williamson, grâce à un physique complètement hallucinant, a pris l'habitude de dominer partout où il passait. Au lycée, il a mené son équipe jusqu'au titre de l'État 3 années de suite, a reçu toutes sortes de distinctions individuelles possibles, il a fait partie de tout un tas de sélections, et était considéré sans aucune hésitation imaginable comme une recrue 5 étoiles. En même temps, pour vous rendre compte, dites-vous que le gamin, pour sa saison senior, tournait à 36 points et 11 rebonds de moyenne, c'est d'une violence. Lorsqu'il arrive à la fac, on s'y attendait, tout plein de gros programmes s'intéressent à lui, et c'est finalement sur le campus de Duke qu'il décide d'être formé. Là-bas, même topo, même si collectivement il obtient moins de réussite aux côtés de R.J. Barrett et Cam Reddish, avec une élimination lors du Elite 8, individuellement il rafle tout. Ses highlights d'une sauvagerie exceptionnelle font le tour du monde, et son nom évidemment est sur toutes les bouches. Le mec est tellement puissant que sur un appui il a réussi à faire exploser sa chaussure, ça aussi ça a fait parler. Mais faut être conscient d'un truc, bien sûr que le gars est un monstar d'un point de vue physique, mais pas que. Depuis tout petit, Zion s'entraîne dur, notamment au poste de meneur de jeu, et aujourd'hui il peut posséder grâce à ça des qualités rares. Le mec est suffisamment puissant pour défier n'importe qui dans la peinture, mais aussi suffisamment mobile, habile et athlétique pour monter la balle, défendre sur des ailiers et occuper tous les postes. Une sorte d'arme fatale pour le basket, quoi. Si vous en doutez, de toute façon, il suffit de regarder ses stats et ses accomplissements. Régulièrement à la fac, il dépasse les 30 points, les 10 rebonds, les 5 passes et les 5 contres, tout en ajoutant à ça d'énormes dunks, des highlights fabuleux et un paquet d'interceptions. Des deux côtés du terrain, partout sur le parquet, il est un véritable crack, un prospect comme on en a peu vu en NBA. Et à ce moment-là, comme le disrupteur dimensionnel, l'énigme qui l'entoure n'a d'égal que son immense puissance. Mais bref, si maintenant on avance dans l'histoire, est-ce que ça vous surprend qu'à la draft, il soit choisi en numéro 1? Pas du tout, c'était attendu. Les Pelicans, qui bénéficiaient du first pick, n'ont pas réfléchi plus d'une demi-seconde lorsque c'était leur tour de parler en 2019. Ils ont appelé Zion Williamson et son potentiel incontestable de joueur générationnel. Sauf que si nous en sommes là aujourd'hui, à faire une vidéo qui parle potentiellement de flop, c'est que tout ne s'est pas exactement passé comme prévu, notamment en raison des blessures. Déjà, j'imagine que vous vous rappelez il y a quelques secondes quand je vous expliquais qu'il avait rompu sa pompe à la fac.
Eh bien le souci qui m'a préoccupé plus que les actions de Nike qui ont chuté ce jour-là, c'est comment il s'est blessé le genou en raison de la glissade que ça a provoqué. Si cette malencontreuse mésaventure pouvait s'expliquer par la malchance et le manque de solidité des chaussures, pour un tel joueur, c'était une première alerte. Ouais, parce que mine de rien, pour cette entorse, il a manqué près d'1 mois de compétition, ce n'est pas rien. Même si tout le monde s'accordait à l'époque pour dire que c'était anecdotique, ça ne l'était peut-être pas tant que ça. Surtout que même s'il est impossible de dire si c'est lié, c'est bien ce même genou droit qui a retardé ses débuts en NBA. En raison d'un ménisque déchiré, Zion dut manquer les 3 premiers mois de compétition et ne faire ses débuts qu'en janvier. Et logique, les inquiétudes commençaient à devenir sérieuses. Ouais, alors que son poids à l'époque était évalué à 129 kg, beaucoup déjà pensaient qu'il serait impératif qu'il maigrisse et devienne plus léger pour exister au vu de son jeu super explosif. Et vu que ce même genou droit, qui a rencontré des problèmes à la fac et maintenant en NBA, avait déjà vécu quelques soucis au lycée, tout ça n'était pas vraiment rassurant. Certains parlaient déjà de Zion comme le nouveau Greg Oden, un mec talentueux mais qui ne ferait jamais carrière en raison de ses blessures. J'avoue que je peux capter. Mais quand même, sur le terrain, le numéro 1 de la draft 2019 a vite montré bien plus de choses que l'ancien pivot des Blazers. Dès ses débuts, lors de son premier match face aux Spurs, Zion a montré qui il était. 22 points et 7 rebonds en 18 minutes, il a fermé des bouches. Puis il ne s'est pas arrêté là, plus la saison avançait, moins ses minutes étaient limitées, et plus il cartonnait, enchaînant les rencontres à plus de 20 points, atteignant même les 35 début mars et finissant cette campagne à 22 points et demi de moyenne. Sauf que le souci, c'est que lors de cet exercice, il n'aura en tout et pour tout disputé que 24 matchs, un échantillon bien trop faible pour prétendre au trophée de Rookie of the Year. Puis pour être complet, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans la bulle aussi. L'ailier fort, en raison d'une urgence familiale, a dû manquer 13 jours de préparation, ce qui n'a pas facilité sa remise en forme physique après l'épisode Covid. Voilà pourquoi les Pels n'ont pas pris de risque, l'ont largement économisé. Il n'aura pu jouer à Orlando que 5 petits matchs, et même si ses stats augmentaient en même temps que ses minutes, sa forme physique à Disney World posait déjà question. Là on en arrivait à un point où tout le monde semblait d'accord, Zion possédait un talent incroyable, mais son poids, sa forme physique et ses blessures pourraient représenter un vrai frein pour la suite de sa carrière. Heureusement est arrivée sa campagne sophomore, lors de laquelle, encore une fois, il en a fermé des bouches. 61 matchs joués sur 72 possibles, 27 points de moyenne par rencontre, une première sélection All-Star et une impression de domination complètement insane grâce à une efficacité incroyable, quelle que soit la défense qu'on lui propose. Let's go! La carrière du phénomène semblait enfin lancée pour de bon. Bon, au niveau des résultats chez les Pels, ça ne suivait pas, mais on pouvait se dire que tout n'était qu'une question de temps, il fallait être patient un peu. Du coup là, à l'orée de la saison 2021-2022, qui a commencé il y a quelques mois, les attentes étaient grandes autour du joueur, mais aussi autour de l'équipe. Mais le problème, c'est que là, alors qu'il était attendu, cette campagne a commencé depuis maintenant 8 semaines, et Zion n'a toujours pas foulé le parquet. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en août, il s'est fracturé le 5e métatarse du pied droit, et si beaucoup s'attendaient à ce qu'il soit prêt début octobre, il n'en est rien. Début décembre, il ne l'est toujours pas. Mais ça vient d'où tout ça? Est-ce qu'il y a un problème? Ben déjà, il faut noter qu'une telle blessure est forcément délicate. TJ Warren par exemple a subi la même l'an dernier et a manqué plus d'1 an de compétition. Alors pour un Zion qui fait probablement 30 bons kilos de plus au minimum, espérer en retour en seulement 2 mois était probablement bien trop optimiste. Sans parler du fait qu'avec un tel joueur, il faut vraiment prendre ses précautions, on se remet rarement si vite d'une opération au pied. Là on en a eu la preuve dernièrement, beaucoup annonçaient le retour à l'entraînement de Williamson, mais il n'en est rien, son pied est encore enflé, il souffre et il faut se rendre à l'évidence, la star des Pelicans à ce jour n'est juste pas prête. Et forcément, les conclusions hâtives fusent désormais. Si certaines photos qui fuitent concernant sa silhouette semblent rassurantes, d'autres, que l'on verra plus tard, le sont beaucoup moins. Quoi qu'il en soit, il est difficile de se positionner. Le seul truc dont on peut être sûr, c'est que sa forme physique pose question et suscite un bashing parfois violent actuellement. Pourtant, du côté de Nola, et notamment du coach Willie Green, on reste plutôt optimiste concernant tout ça. Quand on revient d'une telle blessure, ça arrive que ce soit encore douloureux, ça fait partie du processus. Mais pour le moment, l'important c'est d'être patient, il faut être conscient que c'est peut-être la suite de sa carrière qui se joue ici, alors nous prenons notre temps avant de l'autoriser à rejouer. Cela ne nous empêche pas de rester optimistes, et nous espérons que ces douleurs disparaîtront vite, afin de nous remettre au travail. Ok, pourquoi pas, hein, moi je veux bien l'entendre tout ça, y a peut-être pas de quoi fouetter un chat finalement. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que tout ça pourrait seulement ressembler à de la langue de bois, pour calmer tout le monde sur les réseaux notamment. Des choses seraient-elles en train d'être cachées? Vu que les Pels n'ont jamais été les rois de la com, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup en sont sûrs de ça. On peut même se demander, même si je n'en doute pas trop, si eux-mêmes possèdent des infos certaines concernant la blessure de leur phénomène. Beaucoup d'éléments semblent secrets, d'autant plus que le clan de Zion a décidé qu'il voit un médecin qui ne fait pas partie de la team. Le mec n'est pas agréé par les Pels et rapporte ce qu'il veut, du coup quand de telles
infos nous parviennent aux oreilles, des théories du complot commencent à fleurir assez logiquement. Oh, ne nous dis pas tout! Quoi qu'il en soit, moi je suis certain d'une chose, quand on pèse un tel poids, obligatoirement quand on saute partout, les articulations souffrent. Est-ce que peser 130 kg est vraiment compatible avec le sport de haut niveau, et notamment le basket, qui demande des appuis, des sauts et des réceptions parfois violents? Tout ça c'est difficile à dire, voilà pourquoi désormais je tenais à étudier des gars qui sont passés par la NBA, qui avaient un physique un peu comparable à celui de Zion. Officiellement, si l'on regarde Basketball Référence, Zion Williamson mesure 1m98 et pèse 129 kg. Si je dis officiellement, c'est que son poids n'a pas été repris depuis sa saison rookie, et certaines estimations disent qu'il fait 20 bons kilos de plus, mais ça, en vrai, on n'en sait rien. De toute façon, j'insiste pas là-dessus tout de suite, parce que sa forme physique, on l'évoquera juste après. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, ce sont les joueurs de plus de 125 kg et de plus de 2m08, autant traiter les choses de façon large. Et de toute façon, il vaut mieux, parce que dans l'histoire, en comptant Zion, ils ne sont que 5 à avoir présenté ce genre de mensuration, et parmi eux, Williamson est de loin le plus petit, à 8 ou 10 cm près souvent. Le premier que l'on va évoquer, c'est Oliver Miller, le Big O, celui qui a priori a atteint le poids le plus important à un moment de sa carrière. Le pivot mesurait 2m06 et était listé à 127 kg lorsqu'il était en forme, sauf que ça c'était à sa draft. Plus les années ont passé et plus Miller a enflé, atteignant même les 172 kg sur la balance, un sacré poids lourd. Bon, ce que l'on retiendra mine de rien et qui est plutôt rassurant, c'est sa longévité. 9 saisons en NBA, lorsque l'on présente un tel physique, c'est plutôt important. Par contre, après, il ne lui est arrivé qu'une seule fois de jouer plus de 70 matchs lors d'une seule et même campagne, la faute à un physique qui ne suivait pas. Il a quand même tenté un retour à 33 ans, un peu moins fat à Minnesota en 2003, après 4 ans passés dans des ligues diverses et variées, mais c'était sûrement trop tard. Malgré des qualités indéniables, jamais il n'a pu réaliser ce qu'on attendait de lui au moment de sa draft. La force a une condition physique déplorable. Charles Barkley, oui, Charles Barkley avait même dit de lui que la seule façon de le voir sauter était de poser un hamburger sur le cercle. C'est parlant ça. Pour aller encore plus loin, dites-vous que même les Harlem Globetrotters, qui pourtant ne jouaient que des matchs exhibition, ont fini par le cut parce qu'ils n'étaient pas assez fit, c'est dire. De tels rebondissements dans une carrière, c'est quand même parlant, mais peut-on réellement comparer Zion Williamson et le Big O? Je vais être cash, non. Quoi qu'en pensent certains, la masse musculaire du joueur des Pelicans semble bien plus importante que celle de Miller. C'est d'ailleurs pareil pour ce qui concerne Robert Tractor Traylor. 2m03, 127 kg, mais une masse graisseuse impressionnante qui chez lui a provoqué de graves problèmes cardiaques, entraînant une retraite à 27 ans et une fin de vie à 34 seulement. Ouais, pour lui, le surpoids provoquait de vrais problèmes de santé, paix à son âme. Alors maintenant vient J.D. White, 2m06 pour 131 kg. Un peu comme Williamson, il a manqué plusieurs mois lors de sa saison rookie en raison d'un souci au ménisque. Il a ensuite pu revenir pour jouer 3 saisons, où même si lui non plus n'a jamais dépassé les 70 matchs, tout semblait aller à peu près bien. Malheureusement, une opération au ligament du genou gauche lui a gâché la suite de sa carrière, entraînant une retraite à seulement 28 ans. C'est dommage car lui aussi au lycée était considéré comme une future superstar, mais son poids a bousillé ses articulations, et tout ça, encore une fois, si on va plus loin et qu'on repense à Zion, ce n'est toujours pas rassurant. Alors parlons du dernier, Glenn Davis, Big Baby, qui est probablement celui que vous connaissez le mieux, du haut de ses 2m06 avec ses 131 kg. Lui, même s'il était fat, c'est certain, a vécu un début de carrière plutôt encourageant à Boston, notamment grâce à ses skills en post-up et ses bonnes mains. Cependant, en 2013, une fracture du 5e métatarse, a mis un énorme frein à sa carrière. Là encore, ça calme. Il dut subir 2 opérations pour s'en remettre, preuve en est que cette blessure n'est vraiment pas anodine et qu'il faut prendre son temps avec Zion. Ne pouvant pas s'entraîner, il a alors dépassé les 140 kg. Encore une fois, ça fait penser à quelqu'un, et lui-même a avoué qu'à partir de ce moment-là, il n'était plus le même. Jamais il n'a pu retrouver son niveau de jeu d'antan, une blessure à la cheville mettant un terme à sa carrière quelques années plus tard à l'âge de 29 ans. Du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est plutôt bien placé pour parler de la situation du joueur des Pels. Si je me suis tant blessé, c'est parce que je jouais trop vite pour mon poids. Aujourd'hui, le jeu a changé et il n'y a plus le choix, il faut s'adapter. Zion a un corps de big man, mais pour exister, il doit être athlétique et sauter haut, ce qui demande des efforts brutaux physiquement. C'est difficile pour son corps d'encaisser de tels impacts, et s'il conserve son poids, ce n'est que le début de ses pépins physiques. C'est ce qui m'a obligé à prendre ma retraite. Quand tu joues de façon si intense avec un tel poids, forcément des choses se cassent. Voilà pourquoi il devra vraiment faire attention à contrôler ses kilos. Je vais pas le cacher, tout ça, quand on repense à Zion, encore une fois, ça donne un peu envie de pleurer, non ?
Pour le moment, alors qu'il s'apprête à entamer sa 3e saison, la star des Pelicans n'a joué que 85 matchs, c'est très peu. Alors lorsqu'on parle comparaison, il y a de quoi être vraiment inquiet par rapport à sa carrière à moyen et à long terme. Mais maintenant, apportons des limites et attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Comme l'a dit Big Baby, le jeu a évolué ces dernières années et demande maintenant des qualités de vitesse beaucoup plus importantes, c'est sûr. De plus, en parallèle, les staffs médicaux eux aussi ont évolué, ont progressé et ne sont plus les mêmes qu'à l'époque, ils ne préparent plus les joueurs de la même façon. Aujourd'hui, les entraînements tournent autour de ça, tout le monde doit être ready pour le défi physique, le défi athlétique, quelle que soit sa taille ou son poids. C'est pour ça que Williamson, à travers les années, a pu vraiment développer une musculature qui n'est absolument comparable à celle de tous les joueurs qu'on a cités jusque-là. Déjà, ça peut nous laisser penser qu'il ne subira pas le même destin plutôt triste de tous les joueurs déjà évoqués, et un exemple encourageant peut être celui de Joel Embiid. Avec ses 127 kg sur la balance, le big man des Sixers est lui aussi un vrai poids lourd, même s'il mesure 2,13 m, soit 15 cm de plus que Zion. Mais peu importe, tout comme Zion, il est arrivé dans la ligue en étant l'un des prospects les plus attendus de sa classe d'âge, et tout comme Zion, ses débuts ont été très compliqués, c'est le moins que l'on puisse dire. En fait, si l'on regarde seulement les chiffres et les matchs joués, Williamson est juste un Iron Man par rapport à Joel Embiid. Ben ouais, le mec, après sa draft, a passé 2 saisons complètement blanches, enchaînant des blessures plutôt inquiétantes. Pour sa 3e saison, il n'a finalement disputé que 31 rencontres, ce qui est très peu, et le point d'interrogation qui était au-dessus de sa tête était bien plus important et bien plus gros que celui qui est au-dessus de Zion aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui, Joel est 4 fois All-Star, et même si sa santé n'est pas toujours au top, il faisait partie des candidats principaux pour le trophée de MVP la saison passée. Ses blessures et ses saisons blanches du début, tout le monde ou presque les a oubliées à ce jour, et on ne peut que souhaiter la même chose à Zion. Maintenant ok, visuellement le Sixer n'a jamais paru aussi fat que le Pelican, n'empêche qu'il a montré qu'en bossant dur avec une équipe de préparateurs compétents, il pouvait se construire un avenir décent, malgré son poids et un historique de blessures long comme les bras de Mo Bamba. C'est probablement là que se situe la clé. C'est bien la question principale qui mérite d'être soulevée. Zion Williamson est-il capable de s'infliger la même charge de travail qu'un Joel Embiid afin de présenter une forme physique suffisante pour s'offrir l'avenir NBA qui lui était promis au moment de sa draft? Et là, je ne vais pas le cacher, sur cet aspect, les dernières nouvelles inquiètent. En raison de ses blessures récentes, le joueur a du mal à travailler et à se remettre en forme comme on l'espère. Son métabolisme semble vouloir accumuler les graisses, et sans sport, Zion pourrait avoir une fâcheuse tendance à faire exploser la balance. Les dernières rumeurs parlent d'un poids proche de 145, 150 kg dernièrement. C'est trop, sa mobilité semble en avoir pris un coup. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut tout de suite lui tirer dessus à boulet rouge en disant que c'est un feignant et en affirmant que son hygiène de vie est bidon? Peut-être que oui, peut-être que non. Perso, je trouve abusé le bashing qu'il subit sur tous les réseaux actuellement, à la moindre photo. Évidemment qu'il n'est pas au top de sa forme, mais le mec est blessé et dès qu'il s'habille avec des vêtements un poil oversized, il reçoit des insultes jamais bien loin de la grossophobie. C'est trop. Alors attention, je n'affirme pas du tout qu'il est fit, loin de là. D'ailleurs, je n'y crois pas trop. Je dis juste qu'il y a de l'abus à ce propos. Moi, ce qui m'inquiète plus que les photos, c'est le discours des analystes. Et quand ça vient de JJ Redick, son ancien coéquipier, qui a plutôt eu l'habitude d'être juste dans ses propos, ça prend encore plus de sens. Oui, je suis inquiet pour Zion au vu de son historique de blessures. Il faut aller plus loin que seulement réfléchir à son potentiel départ des Pelicans au bout de 4 ou 5 ans. Avant de penser à ça, Zion devra atteindre une meilleure forme physique. Pour s'imaginer un futur brillant, il devra rester en bonne santé, et ça passera par là, il n'y a pas de secret. Là-dessus, on est d'accord, plus Zion restera fit et plus il maximisera ses chances d'éviter les blessures. C'est QFD. A-t-il besoin d'un électrochoc pour comprendre ça? C'est possible, mais je n'ai aucun doute que même s'il est préservé, il lit Twitter, et ça doit le faire réfléchir. Charles Barkley, encore lui d'ailleurs, n'a pas mâché ses mots récemment à propos de ce sujet qu'il connaît bien, au vu de son historique de kilos en trop. C'est comme si chaque et moi avions eu un bébé. Je plaisante, mais je suis aussi très sérieux, c'est inquiétant. Je raconte souvent cette histoire. Moses Malone, quand j'étais rookie, m'a dit que j'étais trop gros et trop feignant. J'ai un peu pleuré sur le moment, surtout parce que je ne pouvais pas lui botter les fesses vu que c'était Moses Malone, mais ses propos ont représenté un tournant dans ma carrière. Tout le monde semble donc unanime, c'est indéniable. Zion doit perdre des kilos. Mais moi, je veux aller au-delà de la première impression qui laisse penser qu'il n'est qu'un joueur obèse et paresseux. Il y a beaucoup plus que ça. Là, j'ai le sentiment qu'il est dans une espèce de boucle infernale. Plus il se blesse, et plus il grossit, plus il grossit. Et plus il se blesse, plus il se blesse, et plus il grossit. C'est compliqué. Par contre, ce que j'aimerais retenir aussi des discours de Redick et de Barkley, c'est qu'aucun des deux n'est fataliste. Personne ne pense déjà que son avenir est brisé et foutu, ou que c'est un flop. Et il y a de
bonnes raisons pour ça. La première, c'est tout simplement que le joueur n'a que 21 ans aujourd'hui. Tirer des traits définitifs sur de jeunes gars à peine sortis de l'adolescence, moi je dis non. La maturité, le professionnalisme, l'hygiène de vie, ça ne s'acquiert pas en un claquement de doigts. Les choses peuvent changer encore, il n'est pas trop tard. La deuxième raison vient du contexte du monde actuel. Tout ce qu'il fait est scruté, analysé et critiqué par les fans qui, pour l'occasion, sur les réseaux, se transforment tous en diététiciens du dimanche. Il y a de l'exagération dans tout ça, et moi ce que je vois c'est que malgré toute la pression, les Pels pour l'instant ne veulent prendre aucun risque, et c'est plutôt compréhensible. Et en vrai là, au lieu d'être impatient, moi ce que je retiens c'est que s'il n'est pas en forme, ça me rassure qu'il ne joue pas, autant éviter les blessures. Beaucoup semblent penser que s'il n'est pas sur le terrain, c'est qu'il est foutu. Moi au contraire, je me dis que plus le staff prendra son temps, plus il pourra passer les étapes les unes après les autres pour se remettre en forme progressivement. À quoi bon risquer un nouveau pépin physique potentiellement dévastateur en le mettant sur le parquet alors qu'il n'est pas encore fit? Si les Pels prennent leur temps, c'est qu'ils y croient encore, point barre. Et quoi qu'on en dise, quels que soient les secrets entretenus par le clan Zion, les Pels sont quand même les premiers au courant de la forme physique de leurs joueurs, et donc les premiers décisionnaires. Enfin, ce que je veux apporter pour aller plus loin, c'est que depuis tout jeune, Zion Williamson est réputé pour présenter une grosse éthique de travail. Alors ok, il y a sûrement eu du laisser-aller après son opération, mais ça arrive à tout le monde, même Luka Doncic, et est-ce que ça veut dire qu'il faut définitivement le classer dans la catégorie des feignants? Je ne crois pas. Williamson actuellement est fat, certes, mais s'il a développé une telle musculature, c'est qu'il en a passé du temps à la salle, c'est obligé. Être hors de forme, c'est un état potentiellement ponctuel, pas un constat définitif. Tout le monde, je dis bien tout le monde, est capable de perdre du poids à condition d'être volontaire et d'être bien entouré. Aujourd'hui, il est entouré par son propre médecin, ceux du club, un diététicien, des préparateurs. Les Pels ont également changé toute leur équipe de cuistots afin d'être certain qu'ils s'alimentent comme il faut. Le mec a toutes les clés en main, et au vu des qualités de jeu qu'il possède, ce serait vraiment dommage de ne pas savoir les saisir et les utiliser. Et pour ceux qui ne sauraient pas, ou pour ceux qui ne se rendent pas compte, rappelons ce que ça peut donner tout de même un Zion en forme. Comme l'a dit Kevin Durant, l'ailier fort est avant tout un athlète comme on n'en voit même pas un tous les 10 ans. Malgré ses 130 kg, ses dunks ou contres en très haute altitude sont d'une brutalité rarement vue, et font régulièrement le tour des top 10. Pour ceux qui le considèrent comme un gros lourdeau, sachez qu'à Duke il explosait tous les records en termes de détente sèche, avec des bonds de plus d'1 mètre. On est très loin d'un Oliver Miller là. Et oui, parce qu'en fait, Williamson, je pense, malgré son poids, ne peut être considéré à personne tellement il est exceptionnel. Ok, son métabolisme le rend fat, mais lorsqu'il est fit, sa mobilité est excellente, c'est du jamais vu. Ça lui permet d'être très bon en attaque, mais aussi de défendre sur tout plein de positions, ce qui fait de lui une arme fatale pour la NBA. Son explosivité est folle, et lorsqu'il démarre sur son premier pas, encore plus après avoir pris un écran, il est juste inarrêtable, surtout qu'en parallèle, grâce à son handle, il crée très bien le jeu, et peut très bien gérer les pick and roll en tant que porteur. Est-ce que vous commencez à comprendre à quel point il est un joueur unique? Je le répète, il n'a définitivement rien de comparable avec tous les joueurs de plus de 130 kills de l'histoire de la NBA. Lui peut courir en transition, couper, jouer sans la balle, se démarquer en quelques appuis grâce à son explosivité. De telle qualité, c'est encore plus rare qu'un drac au feu. Malgré son physique de mammouth, il est un joueur plein de finesse qui sait lire les défenses, exploiter leurs faiblesses et fait souvent les bons choix. Toujours ultra énergique, il possède à la fois ce côté dévastateur couplé à l'habileté et au QI basket d'un playmaker. En plus de ça, sur le terrain, il saute partout, multiplie les hustle plays et se bat sur tous les ballons, ce qui apporte évidemment beaucoup de valeur à son jeu. Maintenant, stop d'être dithyrambique et soyons un peu objectifs et rendons-nous compte que, évidemment, il a aussi des progrès à faire dans certains secteurs. Son shoot par exemple est encore en chantier et reste trop irrégulier. Même s'il est capable de mettre quelques tirs à mi-distance, ce n'est pas la même lorsqu'il s'éloigne, et son adresse au lancer franc interroge. Il peut également faire preuve d'une vraie tunnel vision lorsqu'il est pris à 2 ou à 3, ce qui peut expliquer ses prises de balles. J'aimerais qu'il puisse plus lever la tête et lâcher mieux la balle. Enfin, en défense, malgré ses énormes outils, il peut souvent manquer de focus, faire plus confiance à ses instincts qu'au plan de jeu, et faire des erreurs évitables. Mais tout ça, c'est la vie banale d'un joueur de 21 ans, et malgré ses failles, Zion reste un phénomène. Quoi qu'il en soit, je suis persuadé que de telles qualités, ça amplifie notre impatience. Un tel monstre, c'est normal, on a juste hâte de le voir jouer, et on n'en peut plus d'attendre. Ça lui met la pression, tout ça, aucun doute, et ça met aussi la pression aux Pels. Encore une fois, un petit peu comme la situation de Joel Embiid avec les Sixers à l'époque. Mais là, alors qu'on en est à peu près à un tiers de la saison 2021-2022, y a-t-il de vraies raisons de le faire jouer bientôt? À ce jour, la Nouvelle-Orléans possède le pire bilan de la conférence Ouest, et les playoffs semblent déjà quasiment inaccessibles. En vrai, malgré quelques coups de mieux récemment, la franchise est au fond. Il existe même des rumeurs
rumeurs de revente, même si elles ont été balayées rapidement par le proprio. Cependant, que ces bruits de couloir soient vrais ou faux, cela illustre le mal-être actuel de l'équipe. Si Chris Paul et Anthony Davis devaient tour à tour incarner le futur de l'équipe de Nola, les deux, tour à tour, sont partis, ont fait leur valise. Maintenant, la maison appartient à Zion et beaucoup de fans, logiquement, espèrent qu'il sera enfin ce joueur visage de la franchise qu'ils attendent depuis si longtemps. Voilà pourquoi maintenant, pour tout le monde, le temps presse. Un seul petit tour de playoff passé en 14 ans, ça ne suffit pas pour nourrir les supporters. Tout ça, ça augmente logiquement la pression autour de Zion et de son équipe. D'un côté, on espère qu'il reste sur le long terme et en bonne santé, mais d'un autre, on veut qu'il revienne au plus vite et remette les pelles sur les bons rails. Du coup, va falloir faire les bons choix, parce que le gars pourrait se retrouver agent libre en 2023, et si lui aussi décide de faire ses valises, beaucoup vont chialer. Mais comme le dit Reddick, ne pensons pas tout de suite à ça et essayons de réfléchir aux choses dans l'ordre. Vouloir que Zion reste un pelle, c'est bien, mais s'il ne doit pas jouer à cause de ses blessures, ça ne sert à rien. C'est de là que va partir mon bilan général. Ok, à la Nouvelle-Orléans, si l'on regarde les résultats de cette saison, ça pique. Cependant, dans ce roster, chaque soir, on peut observer de bons joueurs qui jouent avec envie, avec énergie, qui présentent du potentiel et qui sont en train de prendre de l'expérience. Malgré des limites indéniables, chacun cherche à progresser et tout n'est pas à jeter, loin de là. Des gars comme Herb Jones ou Kyra Lewis Jr. par exemple me font plaisir à chaque fois que je les vois jouer. Nickel Alexander Walker, même s'il a vécu un début de saison compliqué, je le trouve de plus en plus performant maintenant qu'il est utilisé en sortie de banc. Le rookie Trey Murphy III, même s'il a encore beaucoup de progrès à faire, possède un vrai talent pour ce qui est de mettre des shoots de loin lui aussi, c'est hypant tout ça. Puis allez, tant qu'à faire, allons encore plus loin que tous ces jeunes potentiels pour qui rien n'est sûr encore. Avec un Jonas Valanciunas qui devient incroyable à 3 points, un Brandon Ingram qui peut exceller en catch and shoot, un Devonte Graham capable de fournir d'excellentes lectures en pick and roll et un Josh Hart de plus en plus playmaker qui réalise probablement sa meilleure saison en carrière, toute l'équipe semble avoir été pensée autour de Zion. Du coup, si vous enlevez la pièce maîtresse de toute cette équation, c'est normal que ça galère et qu'on ne trouve pas de résultat. Surtout que vous savez ce que je ferais, moi, pour le moment, cette équipe, je la laisserai dans sa mouise. Willie Green a l'air d'être apprécié par son groupe, il est un bon formateur, un bon communicant, alors pourquoi pas ne pas laisser l'effectif tel quel encore un peu, histoire que tout le monde se développe, prenne de l'expérience et acquiert des automatismes. Échouer et apprendre à trouver des solutions dans la difficulté, ça aussi c'est formateur. En vrai, je n'en peux plus d'entendre toutes ces conclusions hâtives et toutes ces contradictions à propos d'un retour ou non de Zion Williamson sur les parquets. Est-ce que ce serait pas finalement une bonne idée de laisser cet effectif face à lui-même, trouver ses solutions plutôt qu'il soit toujours dans l'attente et l'espérance? L'équipe a du cœur, elle joue dur et arrive même à choper quelques victoires références comme ce fut le cas dernièrement face aux Jazz, aux Clippers ou encore aux Mavs, et à mon sens ce serait une erreur de précipiter le retour de l'enfant prodigue. Pourquoi une erreur? Pour deux raisons je pense. La première, vous l'avez compris, c'est qu'il serait dommage d'enrayer le développement de certains jeunes. Si Williamson revient, beaucoup de choses tourneront autour de lui, le temps de jeu et les responsabilités de certains vont diminuer, ils auront moins de ballons et un frein pourrait apparaître dans leur dynamique d'évolution. La plupart possèdent, je le répète, un profil qui sera complémentaire au moins à terme à celui de l'ancien Duki. Alors autant les laisser développer leurs skills à fond, je me dis, avant d'assembler ce puzzle. Zion sera juste la pièce finale. La deuxième raison, je vais être cash, c'est pourquoi céder à la pression engendrée par les médias et par les fans. Soyons honnêtes, les Pelicans ne vont rien jouer en 2022. C'est trop tard, à quoi bon faire revenir un Zion de manière précipitée s'il n'est pas encore au top de sa forme? Car clairement là, il ne semble pas l'être. Ça sert à quoi? Moi, je laisserai sur le côté jusqu'à nouvel ordre, et pourquoi pas pendant de longs mois encore, jusqu'à ce qu'il retrouve une condition physique non pas acceptable, mais optimale. Et ouais, une forme physique acceptable, ça ne suffira pas pour éviter les blessures. Alors je sais que ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, et que s'il est lié fort veut jouer, ce sera très difficile de lui dire non à Nola. Là-bas, on a tellement peur de les contrarier, lui et son clan, qu'on pourrait dire amen à tout, de peur qu'il se barre en 2023, et on pourrait céder à tous ses caprices, mais ce serait une erreur, je pense. Imaginez, là, il revient la semaine prochaine, il joue à fond, parce que Zion, fit ou non, et c'est tout à son honneur, il jouera à fond, et il se répète gravement parce qu'il est trop lourd. On fait quoi après? Il est où le sens? Perso, je capte pas. Les Pels ne gagneront pas plus, les critiques vont encore fuser, la pression va encore augmenter, y a quoi à y gagner? Moi, je lui dirais, gros, on compte sur toi, mais cette saison, on s'en tape. Ce qui nous importe, c'est l'avenir, et t'en fais partie. Alors ces prochains mois, tu vas te donner à fond avec nous à l'entraînement. On va y aller de manière progressive, tu vas perdre des kilos et redevenir un monstre, oui, mais un monstre solide, pour qui on ne craint pas une nouvelle opération à chaque réception. Je le répète, mais rappelez-vous de Joel Embiid et du process. Ça a pris 2 ans et demi le bordel malgré sa frustration, et aujourd'hui les résultats sont là. Maintenant, c'est à Zion de mûrir et de gérer tout ça. Et ce qui m'inquiète, c'est que du côté de sa famille et de son clan, de manière plus générale, je me demande s'il est vraiment bien entouré. Parce que dans une telle situation, à mon sens,
sens, la meilleure solution est de faire preuve d'une patience infinie, et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Avec un tel talent, on ne peut se permettre aucun risque, d'autant plus avec une saison qui est déjà quasiment perdue. Alors allons-y tranquille, jusque-là, ce sont les blessures qui l'ont empêché de se maintenir en forme, j'accepte cette excuse. Mais quand il ira mieux, il n'aura plus le choix, il devra franchir les étapes les unes après les autres, retrouver son summer body quitte à ce que ça lui prenne des mois, et offrir des garanties sur sa santé. Hors de question de le revoir sur un terrain avec le risque de se blesser. C'est à lui et à personne d'autre de fournir les efforts physiques, mais aussi les efforts mentaux. Ses coéquipiers vont continuer à se développer ensemble et à prendre de l'XP, et en attendant, le Zion, il ne faut pas le lâcher. Il faut contrôler ce qu'il bouffe, comment il s'entraîne, et voir comment son corps réagit. L'alchimie avec ses potes, désolé, même si c'est compliqué, c'est à l'entraînement qu'il la développera dans un premier temps, pas le choix. Moi, je n'aurais aucun mal à accepter qu'il ne joue pas du tout de la saison, au moins les choses seraient claires pour tout le monde. En plus, ça me rassurerait sur le sérieux et le professionnalisme des Pelicans qui, pour l'occasion, arriveraient à montrer que eux aussi peuvent faire preuve de patience et ne pas céder à la pression extérieure. Comme ça, on pourrait envisager une saison 2022-2023 qui débute sur de bonnes bases, avec de vrais objectifs. Si tout est optimal dans un an, à Nola, il y aurait potentiellement de quoi viser les playoffs. Et ça, au final, est-ce que ce serait pas la meilleure façon de convaincre Zion Williamson de rester? Moi, je pense que si, mais je m'éparpille là, et si je dois répondre à la question du jour, je dirais qu'il est trop tôt pour considérer Zion Williamson comme un flop. À 21 ans, il faut lui donner les conditions pour se refaire, revenir du mieux possible et le voir tout péter. Je ne dis pas que ce sera simple et tout le monde devra faire preuve de patience, mais j'y crois encore, à condition de ne prendre aucun risque. Aux Pels de lui imposer cette situation, j'y crois peu vu comment ils sont en position de faiblesse apparemment, mais j'espère ça, c'est ce qui semble le plus raisonnable. Maintenant, si d'ici un an ou deux, on voit que même dans ce contexte, ça ne fonctionne pas et que Zion continue à enchaîner les blessures, il faudra sûrement se rendre à l'évidence. Il faudra qu'il aille voir dans une autre équipe, et même si avec un autre staff et une autre façon de penser, les pépins physiques continuent, il faudra alors être cash. On pourra dire à ce moment-là qu'un tel physique ne permet pas d'envisager une vraie carrière en NBA, d'autant plus si l'hygiène de vie ne suit pas. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourra le considérer comme un flop. Mais s'il vous plaît, soyez patient, il est encore trop tôt, et pour ça on a encore le temps. Voilà pour ce qui est de Zion Williamson, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Est-ce que ça vous a plu? Et surtout, vous en pensez quoi, vous? Vous y croyez encore à son avenir de star ou plus du tout? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Moi, vous l'avez compris, je ne suis pas forcément le plus optimiste du monde, mais je veux encore lui laisser une chance avant d'être catégorique. Sinon, je le rappelle, si vous voulez obtenir votre merch spécial 6ème homme avant Noël, ne perdez plus de temps, c'est le moment, allez sur mon shop, je vous mets le lien dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Tout ça c'est bon pour moi pour le référencement, alors ne passez pas à côté. Tous ceux qui ne le feront pas, je ferai en sorte qu'ils atteignent le poids de Zion, mais aussi la taille de Muggsy Bogues. Et là, pour devenir professionnel du basket, si c'est votre rêve, je vous souhaite bon courage. Même Khalid El Amin, que j'aimais beaucoup, n'avait pas ses mensurations. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là, ça c'est méga important, mais aussi à tous ceux qui soutiennent sur Tipeee. J'ai fait le bilan récemment, il y a quelque chose qui m'est apparu de façon flagrante. En lâchant mon boulot d'éducateur il y a 1 an et demi, je n'aurais pas pu survivre si vous n'aviez pas été là. Alors merci, 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 vous êtes le sang. Please, n'arrêtez jamais. Et pour tous ceux qui se sont épuisés, j'espère que d'autres les relayeront. Cette chaîne aujourd'hui, je ne compte plus la lâcher. C'est parti pour durer. Et tout ça, c'est grâce à vous. À très vite.